Bonsoir à tous, je m'appelle Gilles Valbrouche, je suis Head of Engineering chez Datadome et j'accompagne aujourd'hui Stéphane Pham qui va vous présenter l'utilisation d'Elasticsearch au sein de notre stack chez Datadome. Donc l'intitulé c'est comment on stocke aujourd'hui 200 000 requêtes par seconde dans Elasticsearch. Alors comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais rapidement vous décrire le use case qu'on a, donc le métier chez Datadome et comment on utilise Elasticsearch au sein de notre stack. Et Stéphane vous présentera plus en détail l'utilisation d'Elasticsearch. Donc nos différents challenges, donc les différents challenges qu'on a rencontrés cette année, l'état de la stack l'an passé et l'état de la stack cette année, et l'utilisation qu'on a d'ILM notamment et l'architecture physique qu'on a mis en place pour supporter cette charge. On conclura en vous donnant quelques petits trucs et astuces pour les messages qu'on veut faire passer, les choses qu'on a apprises cette année qu'on veut partager au cours de ce meeting. Donc au niveau de Datadome, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre métier? Aujourd'hui, on protège le trafic de nos clients des attaques des bad bots. Donc on constate aujourd'hui que ça représente 30% du trafic de nos clients. Là, c'est une mesure qu'on a prise sur 30 jours. Donc on a des sites de e-commerce, des marketplaces ou des classified. Alors, c'est quoi notre challenge au quotidien? Les bots évoluent beaucoup. Donc on a différentes générations de bots qui évoluent dans le temps. Ils sont de plus en plus complexes. Donc on va protéger les bots du type génération 1 qui sont des scripts peu avancés du type curl, donc un shell avec du curl, jusqu'à des technos type Chrome Headless qui aujourd'hui apparaissent sur le marché avec des bots qui mimiquent le comportement des humains. Alors qu'est-ce qu'on a mis en place de notre côté pour analyser ce trafic? Donc, comment on fait chez nos clients? En fait, on vient se greffer au sein de la stack de nos clients. Donc en installant un module qui vient capter le trafic HTTP de nos clients. On va l'envoyer sur notre solution SaaS pour l'analyser en temps réel. En fait, c'est là que Elasticsearch va commencer à intervenir. Suite à cette analyse, on va stocker tous les résultats de l'analyse des requêtes HTTP dans Elasticsearch pour les présenter via un dashboard à nos clients pour qu'on puisse leur rendre compte du trafic induit par les robots. Donc ils voient le trafic humain, le trafic robot, bon robot, mauvais robot. Donc ça, c'est le cas d'une requête légitime qui va être analysée par notre stack. On va passer le relais après à l'origine et le client final va voir sa page web s'afficher à l'écran. Dans le cas d'un mauvais robot, on va envoyer le hit HTTP sur notre stack de détection, l'analyser en temps réel, dire que c'est un mauvais robot qu'il faut bloquer le trafic et le hit ne va pas aller jusqu'à l'origine, on va bloquer le trafic et afficher un captcha à l'utilisateur. Voilà. Donc Elasticsearch va se prendre du coup tout le trafic HTTP de nos clients, on va enrichir ces requêtes dans notre stack de détection, envoyer tout ça dans Elasticsearch pour présentation à nos clients par la suite. Donc le challenge, ça va être beaucoup de throughput ici sur le trafic et donc beaucoup d'écriture et la lecture ici au niveau du dashboard pour présenter les résultats à nos clients. Donc juste pour vous montrer à quoi ressemble le dashboard, donc, qui encore une fois est basé sur des requêtes Elasticsearch. Voilà, donc c'est ça qu'on va présenter aux clients avec l'analyse du trafic, très simplement on va dire, pour qu'ils se rendent compte du trafic induit par les robots. Voilà, pour l'introduction, juste pour que vous compreniez le use case, je vais passer la parole à Stéphane qui va vous détailler plus l'utilisation d'Elasticsearch vraiment au sein de la stack. Donc, merci Gilles pour l'intro. Bonsoir à tous, moi c'est Stéphane Pham, lead DevOps chez Datadome. Je vais vous présenter ce soir notre use case avec Elasticsearch chez Datadome, les problèmes en fait, qu'on a rencontrés durant la dernière année et les solutions qu'on y a apportées. Donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui Elasticsearch, chez nous, c'est jusqu'à 35 jours de rétention des données de nos clients. Ça représente plus de 300 Tera de data, 150 milliards de documents, 3500 index, 20 000 shards. On a une utilisation de 1000 threads en termes de CPU, 3 TB de mémoire pour une écriture moyenne de 200 000 requêtes par seconde. Tout ça se fait au travers de 100 nœuds, aujourd'hui sur un provider on-premise, spreadé sur 4 différents data centers dans une archi hot, warm et cold. Globalement, tout ce cluster parle sur un lien privé en 10 gigabits. On a une cinquantaine de nœuds du coup warm, une cinquantaine de nœuds cold qui ont chacun entre 300 et 500 shards. Et pour les nœuds hot qui vont prendre du coup les écritures et les lectures les plus fraîches, on a entre 30 et 50 shards. En termes d'architecture, on retrouve quelque chose d'assez classique en fait. On a 5 load balancers en front, c'est du OpenResty. C'est là en fait qu'on va faire l'offload du SSL. On va faire de la sécurité aussi à ce niveau-là. Ensuite en dessous on a 4 coordination nodes. Qui vont en fait s'occuper de spreader les lectures et les écritures. Comme je vous l'ai dit, les hot nodes vont avoir que des écritures et un peu de lecture, quand les warm et les cold, que des lectures.
Je fais une petite parenthèse sur le zone awareness qu'on a mis en place il y a quelques mois, qui nous permet en fait de séparer les primary shards et les replica shards par zone. Ça nous permet en fait d'éteindre la moitié du cluster dans chaque zone sans que le cluster passe au RAID. Donc en fait, quand vous avez un settings statique à passer, une mise à jour, un upgrade, vous éteignez 20 nœuds, 6 nœuds. Et ça se fait plutôt assez bien, plutôt que de le faire nœud par nœud. Donc il y a un an, on avait globalement le même nombre de nœuds, peut-être un peu moins parce qu'on avait moins de clients, donc moins de trafic. Par contre, on était plutôt dans une architecture hot-cold et pas hot-warm et cold. Donc toujours les writes et des reads dans les hot, read-only dans le cold, avec des CPU et des disques plus performants, plus rapides pour les hot, 7 jours de data dans les hot, et le reste, donc de 8 jours à 35 jours dans les cold. Donc chez nous, en termes de challenge, ça va être beaucoup de throughput en écriture, assez conséquent en fait, basé sur le trafic de nos clients. On va avoir des search, on va avoir 20% de search par rapport au load global, qui vont être plutôt imprévisibles, parce qu'on a des gros clients par exemple qui font qui indexent 1 milliard de documents par jour. Donc s'il s'amuse à faire un search sur 35 jours, ça remonte 35 milliards de documents. Donc ça peut faire mal. Et enfin parce que ES, en fait la bonne santé d'ES, elle impacte directement l'utilisateur au travers du dashboard. Il faut que celui-ci soit fiable aux disponibilités et low latency, parce que les clients s'attendent à voir ces hits temps réel en termes HTTP de ces hits dans le dashboard en fait. Donc au niveau du design de nos index, donc nous on a un index par jour et par client avec un pattern assez classique, donc index underscore client ID, ça va être 1, 2, 3, etc. Underscore la date du jour, un nombre n-shard basé sur le trafic du client avec un réplica pour la disponibilité. Un document pèse environ plus ou moins 1000 octets et contient 250 champs. Donc chez Datadome, comme je vous disais, on a des clients en fait assez variés en termes de trafic. Donc nos plus petits clients ils peuvent avoir une centaine de milliers de requêtes par jour, quand nos plus grands peuvent avoir 1 milliard, un peu plus. Donc en fait le sharding ça va être très important pour des raisons de performance, à la fois en lecture et à la fois en écriture. Donc sur la documentation ES, sur pas mal d'articles, ce qu'on peut voir c'est la recommandation, c'est en fait de garder la taille maximum des shards à 50 Go. Donc je vais vous expliquer comment nous on a réussi à respecter cette recommandation. Donc globalement, là en rouge on va trouver les index, en bleu en haut c'est le job, en fait qui va créer les index à l'avance. En fait ce qu'on fait c'est qu'on crée les index à l'avance. Donc tous les jours à 8 h du matin, on a un job qui va créer les index pour le lendemain avec le bon nombre de shards. Comment est-ce qu'il va faire? Donc en fait dans cet exemple, on prend le client qui a un ID, client ID 10, il a fait 150 millions il a indexé 150 millions de documents le 1er janvier. Donc à 8 h du matin, le job va se lancer et basiquement, il va faire 150 millions de documents multiplié par 1000 octets qui est le poids de nos documents, ça va faire 150 gigas. Et on va le diviser par la best practice d'Elasticsearch qui est de 50 gigas, donc ça donnait 3 shards. Donc pour le 2 janvier, on va avoir un index de 3 shards. Pour le 3, c'est la même chose, on se base sur le trafic du 2 et on crée les index du 3. Avec ce modèle, en fait, notre cluster il est vite devenu overshardé. On avait pour les gros clients jusqu'à 72 shards. Quant aux petits clients, on avait entre 1 et une quinzaine de shards. Pour un total de 600 à 800 shards en écriture pour la journée courante, pour seulement 70 index. Pour respecter en fait cette best practice de 50 Go. Donc ce qu'on a vite vu, c'est que ce gros nombre de shards, en fait, couplé à un taux d'indexation assez fort et conséquent, on a vite vu des bottlenecks, en fait, des problèmes de performance en termes de CPU. Au niveau des disques, donc on avait un load average assez élevé, un CPU usage assez élevé, des opérations sur le write thread pool en queue. Et tout ça résultait en fait avec des bulk reject, parce qu'en fait on indexe en bulk. Donc une fois que la write queue est pleine, il rejette les bulks en fait. Elasticsearch rejette les bulks. Donc de ce fait, problème de performance, à la fois en écriture et en lecture. Et en fait, on s'est rendu compte que plus nos shards grossissaient durant la journée, plus nos performances en search et en write diminuaient en fait. Et donc si par malchance, il y a en fait un nœud qui tombait, là c'était vraiment l'enfer. Donc on commençait à reallocate en fait des gros shards de 50 Go. Donc forcément ça coûte en bande passante, ça coûte en I/O, ça coûte en write thread, CPU, etc. Et spécialement quand ces shards indexent à 20 000 par seconde, etc. Donc là tout le cluster instable, effet boule de neige, on avait aussi des autres nœuds qui tombaient. Et donc c'était vraiment l'enfer jusqu'à minuit, on attendait le lendemain, quoi.
Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a benchmarké cette best practice de 50 Go. On s'est dit peut-être que c'est bien pour commencer, mais on va essayer de peut-être voir plus petit. Donc, ce qu'on a fait basiquement, c'est qu'on s'est dit qu'en fonction de la taille de nos documents, de notre trafic, de notre mapping, de notre type de nœud, on allait re-benchmarker tout ça. Donc, on a fait un benchmark sur les read et les write. On a lancé en fait la même requête tout au long de la journée, donc à 1h du matin jusqu'à minuit. Et il s'est avéré que pour nous, la bonne taille dans notre use case, en tout cas, c'était plutôt 20 Go, à partir de 20 Go, en fait, nos performances elles diminuaient drastiquement. Donc pour nous, c'était plutôt 20 Go. Donc on s'est posé face à un nouveau challenge. Donc on s'est dit comment garder la taille de nos shards à 20 Go. On aurait pu penser en fait assez simplement d'ajouter des shards à nos index. Mais comme on l'a vu, le shard, c'est un coût quand même non négligeable. Donc certainement pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le rollover pour résoudre cette problématique. Donc à gauche, vous avez donc un modèle d'index sans rollover, où en fait à la fin de la journée, vous allez avoir un gros index avec beaucoup de shards et des shards très gros, qui va faire 2 Tera par exemple. Donc ça, c'est l'ancien modèle qui ne fonctionnait pas vraiment bien. Et à droite, en fait, on retrouve le même index, mais en mode rollover. En fait, ce qui va changer, c'est que le nom de nos index, ils vont être suffixés par 001, 002, 003, etc. À cet index, on va lui appliquer en fait un max size. Donc là, dans l'exemple, c'est 400 Go. Et en fait, dès que l'index 01 va atteindre le max size de 400 Go, Elasticsearch, au travers de l'alias en bleu que vous pouvez voir, il va arrêter d'écrire dans l'index en 01, il va écrire dans l'index en 02. Par contre, les reads vont continuer, selon la requête, le range, le timestamp, à lire dans 01, 02, 03, etc. Parce qu'on a besoin de toute la donnée. Donc les bénéfices de ça, utilisation du cache, on a plus de hits dans le cache, donc nous on l'a mesuré x2, surtout pour les index en read-only, puisqu'il n'y a pas d'invalidation du cache, puisqu'il n'y a plus d'écriture. Donc on a réduit le nombre de shards par 3, le CPU usage aussi par 3, le load average par 3. On a amélioré les write et les query time par 10. Et quand un nœud crash, maintenant il ne se passe plus rien. Enfin, on n'a pas d'impact, c'est yellow, mais c'est cool. Donc bénéfice de ça, j'en ai déjà dit. Donc maintenant, nos plus gros clients, ce qu'on essaie de faire en fait, c'est de ne pas avoir plus d'un primary shard par nœud chaud. Pour l'oversharding, on s'est dit ça ne sert à rien de mettre 2, 3, 10. Ça n'a que des effets en fait négatifs. Donc un maximum pour les gros clients. Pour les petits clients, on a entre 1 et 6 shards par index. Donc là, on peut voir le load. Donc on voit pas très bien, mais du coup, ça a diminué à partir de la flèche rouge de 2, 2,5. Le query time, donc là, il n'y a pas photo. Le e-cache, donc on avait une utilisation du cache plutôt basse avant, on a fait x2. Voilà, donc on a résolu ce problème. Et après quelques semaines de tranquillité, on a fait face à un nouveau problème, le hotspot. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Elasticsearch, il essaie de balancer le cluster en distribuant le même nombre de shards par nœud au sein du même layer, donc hot, warm et cold. Donc là, on va parler d'écriture parce qu'on est dans le hot layer. Donc on a 4 index, un index en rouge, un index en orange, jaune et gris. Le gris, c'est de la lecture seule. On va dire que c'était un index de la veille. Le nœud 3 tombe. Donc les shards sont relocate sur le nœud 1 et 2. Le nœud 3 revient à la vie. Quelques secondes, quelques minutes après, un rollover se passe. Donc nos index en 0,1 passent en 0,2. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que ES essaie de balancer par shard par nœud, les shards par nœud, il va mettre en fait 80% du trafic, donc les index en 0,2 sur le nœud 3. Donc on a le nœud 3 avec 80% d'écriture, le nœud 2 avec 20% et le nœud 1 avec 0. Là, on a pris un exemple, on n'avait que 4 index. Si on en a 100, on peut se retrouver proche du 100% au niveau du hotspot sur le nœud 3. Donc, il y a une configuration en fait ES qu'on a mise en place et en fait qui nous permet de changer les heuristiques et de non plus balancer le nombre de shards par nœud, mais de balancer le nombre de shards par index par nœud. Donc, on a mis ça en place. Cependant, changer ce paramètre, ça va être cool pour les index qui ont au moins un shard par nœud chaud. Donc, comme on peut le voir sur la première ligne, donc là c'est parfait, 1, 1, 1. Par contre, si on a des petits clients avec des petits index, avec un shard, disons 2, on peut se retrouver quand même avec le nœud 1 qui contient que les shards en écriture. Parce que Elasticsearch, lui, son unité de mesure, ça va être le shard. Donc peu importe que ce soit un ancien shard ou un nouveau, en écriture, il va
probablement, enfin en termes de probabilité, c'est possible qu'ils mettent tout sur le nœud 1 et ça nous est déjà arrivé. Donc là on est à 58%, 14, 14, 14. Donc pour résoudre ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une feature qui a été lancée par Elasticsearch avec la version 7 en avril 2019, qui est l'index Lifecycle Management. Avec l'index Lifecycle Management, en fait, on est passé d'une architecture hot-cold à hot, warm et cold. En fait, ça nous a permis d'avoir un layer hot avec uniquement des écritures et peu de lectures finalement que sur des lectures que sur les index en cours d'écriture. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que le rollover se passe, donc l'index en 0.1 passe en 0.2, le 0.1 va aller dans le warm et le 0.2 reste dans le hot. Donc pour le mettre en place, c'est assez simple. Il y a deux actions. Donc la première action, ça va être de créer la police, comme on peut voir sur le screen. La police, ce qui va changer un peu selon les index, ça va être le max size. Parce que comme je vous disais, on a un index par jour par client. Tous les clients n'ont pas le même nombre de shards. Donc du coup, pour respecter le 20 Go maximum, s'il y a un shard, on mettra 20. S'il y en a 10, on mettra 200 dans la variable ELM size, etc. Donc ensuite, on va lui donner une police. On va lui donner un nom à la police. On va lui donner un critère de rollover, donc basé sur la size, document count, lifetime. Et on va choisir combien de temps après le rollover on veut que l'index, que le shard reste dans le hot. Nous on a mis 5 minutes, mais on a baissé ça à 1 minute maintenant. Ensuite, si vous utilisez les templates pour vos index, pour la création de vos index, ce qui est très important, c'est que l'index pattern en fait, doit être suffixé par le wildcard -étoile, parce que du coup les index en mode rollover vont s'appeler 0.1, 0.2, 0.3, etc. Donc on a forcément besoin du wildcard. Et puis après, c'est juste simplement deux lignes. Donc ajouter le lifecycle, name, donc la police que vous avez créée juste avant, le rollover alias qui correspond. Voilà, juste pour rentrer un peu dans le détail dans le workflow de l'ELM, donc là on est en phase initiale. Votre applicatif il attaque en read et en write par l'alias, donc qui est en bleu. On a une politique ELM du coup max size à 400 Go. On est dans le hot layer. Le vrai index, on va dire, il est suffixé par 0.0.0.0.1. Et donc le prochain, il sera suffixé par 0.0.2, ainsi de suite. Donc là, on peut le voir, ça a rollé. On dit que le 0.1 a rollé. Il est passé dans le warm. Il a créé le 2 dans le hot. Voilà, après en termes de physique, en termes de nos nœuds, les specs de nos nœuds, globalement on a de la conf par défaut. On a J1 en garbage collector, on a testé Shenandoah. C'était un peu tricky parce qu'il fallait un peu bidouiller la JVM, etc. On n'a pas vu de gros gains de performance, du coup on est reparti par défaut avec un Java embarqué dans Elasticsearch, SwapOff, on est sur CentOS 7, du RAID 0 partout, XFS en file system, voilà globalement. Aujourd'hui en termes de performance, on est assez content. On a des performances assez cool en search, en write. Nos nœuds vont plutôt bien. On n'a pas d'IO weight. Et récemment, il y a quelques semaines, on a rajouté pour les hot du NVMe et on a vu une amélioration directe sans tuning, sans rien de 2. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, pour conclure cette année, donc on avait 3 problématiques majeures. Donc le Sharding Policy Challenge, on l'a résolu en fait en créant les index à l'avance avec le bon sharding, en rebenchmarkant avec notre use case le bon nombre, le bon max size pour les shards. Du coup, après, on avait le Shard Size Challenge, gardé à 20 à 25 Go. On l'a résolu avec le rollover. Le Hotspot Challenge, qu'on a résolu avec l'ILM. Après, ce qu'on a appris durant la dernière année, qui peut être appliqué, on pense, dans la plupart des cas, c'est que quand vous voulez beaucoup indexer, dans le choix de votre hardware, il vaut mieux prendre du CPU en fait, avec beaucoup de threads, que peu de threads et beaucoup de fréquences. Un primary shard par nœud, pas plus si possible. Quand vous avez des problèmes d'indexation, on peut avoir tendance à augmenter la write queue size, mais finalement ce n'est pas une solution, ça peut même avoir beaucoup de désavantages, parce que finalement vous allez mettre beaucoup en queue, donc beaucoup en mémoire. Beaucoup en mémoire, vous faites beaucoup de GC, beaucoup de CPU usage, beaucoup de load, etc. Utilisez la configuration par défaut plus possible, parce que je pense que ça répond quand même plutôt bien à la plupart des use cases, avant de perdre du temps dans du tuning qu'on trouve sur internet, voilà. Et enfin, le monitoring de notre cluster qu'on fait avec Prometheus, il y a un exporteur officiel qu'on plug dans Grafana, pour moi c'est essentiel. Et en plus du monitoring, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de prendre le temps de comprendre chaque métrique. Un CPU usage à 80%, est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence? Pareil, les IO, thread pool, GC, etc.
Et pour finir, benchmarker votre use case parce que il peut être différent selon ce que vous avez sur Internet, etc. Donc les prochains challenges qu'on a là prochainement, avec l'ajout de nouveaux gros clients, c'est qu'on va devoir scaler à 500 000 requêtes secondes. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est on-premise, donc on a surprovisionné un peu le cluster de 30% à peu près. Donc demain, dans 2 semaines, il y a le Black Friday, nos clients font un trafic qui dépasse notre 30% de surprovisioning. Il fait 31%, donc ce petit pourcentage-là, ça ne va pas marcher. Du coup, on commence à penser à offloader en fait une partie du trafic, ou en tout cas des écritures, dans le cloud, quelque chose qui serait auto-scalable, etc. Mais ça amène plein d'autres challenges, de sécurité, de coûts. Voilà, donc on réfléchit à ça. On en parlera peut-être lors d'un prochain meet-up. Et voilà, merci à vous. On recrute chez les DevOps, la team détection, le dashboard, la team tech en général. Donc n'hésitez pas. Et puis merci pour votre attention.